NASA a pour mission d'explorer l'inconnu. On ignore plus de choses qu'on en sait. Ça tient à la nature de l'univers. Avide de réponses, elle envoie des scientifiques dans l'espace et des sondes au-delà de la limite de notre système solaire. Prendre des risques, c'est obligé si on veut faire des découvertes. L'exploration spatiale, c'est comme craquer une allumette, sans savoir ce qui rôde dans l'ombre. Ce pourrait être n'importe quoi. Des traces étranges, des astronautes hantés, des sources de vie sur un satellite de Saturne, et peut-être la preuve d'une invasion extraterrestre. Okay, we're seeing 3 or 4 objects. There are 3 objects. Qui laisse perplexes les plus grands scientifiques. Découvrez les dossiers de la NASA. Un mystérieux objet flotte au-dessus de notre atmosphère. On dirait un oiseau de proie Klingon. Pour certains, c'est un avion furtif issu d'un programme de défense top secret. La théorie du Black Knight remonte au tout début de l'ère spatiale, si ce n'est avant. Ou quelque chose d'encore plus menaçant. Il y a un monde obscur là-haut. Beaucoup de choses restent inexplicables. C'est comme ça. Décembre 1998. 6 astronautes de la NASA s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de l'exploration spatiale. Leur mission ? Assembler la Station spatiale internationale, le premier satellite habité en permanence placé en orbite terrestre. Jerry Ross est spécialiste des sorties extravéhiculaires. Quand on pose les fondations d'un projet aussi important que celui de l'ISS, c'est formidable. Et on a envie que ça avance. La mission en est à son 7e jour. Jerry Ross et son collègue Jim Newman sont en train d'équiper la nouvelle station d'une protection thermique. Soudain, un membre d'équipage aperçoit quelque chose. Il a dit « C'est quoi ça ?» J'ai regardé autour de moi pour comprendre de quoi il parlait. L'équipage suit alors le protocole observation d'OVNI de la NASA. Le premier réflexe, c'est de prendre des photos pour avoir une preuve de ce qu'on a vu. Après le retour de la mission, les photos font sensation dans la communauté des ufologues. Ils y voient un lien avec un objet mystérieux datant des années 50, le Black Knight, ou Chevalier Noir. Pour certains, il était d'origine extraterrestre. Pour d'autres, il n'y avait pas besoin de chercher aussi loin. La théorie du Black Knight remonte au tout début de l'ère spatiale, si ce n'est avant. Les gens se sont mis à scruter le ciel à la recherche de satellites secrets. Ces fameux satellites sont des points inexpliqués qui apparaissent mystérieusement sur les radars. Parfois, des formes noires menaçantes sont également observées dans le ciel. À l'époque, les Soviétiques accusent les Américains d'espionnage spatial, et inversement. Le Black Knight fait partie de ces phénomènes pour lesquels nous n'avons pas d'explication. Les gens ne comprennent pas que les gouvernements puissent avoir leurs petits secrets. Jerry Ross ne croit pas à la théorie du satellite secret. Pour lui, l'explication est beaucoup plus simple. Jim devait poser un revêtement thermique à l'extérieur pour limiter la déperdition de chaleur. J'avais pris un peu d'avance, alors il m'a confié un panneau thermique pour que je le fixe. Quelqu'un a dit « C'est quoi ce truc qui part à la dérive ?» Quand j'ai regardé la cordelette auquel le panneau avait dû être attaché, il n'y avait plus rien. Toute cette histoire repose sur une maladresse. Ils ont perdu un panneau thermique. Ça n'avait rien d'extraterrestre, c'était une erreur. Je me suis senti très mal. Le panneau semble noir car sa surface réfléchissante n'est pas dirigée vers la Terre,
mais vers l'obscurité de l'espace. Les autres apparitions du Black Knight ne sont pas tout aussi faciles à expliquer. Dans les années 50, on a signalé d'étranges objets en orbite autour de la Terre. Personne ne savait ce que c'était. Ils ne nous appartenaient pas et ils n'étaient pas soviétiques non plus. Alors c'était quoi? Il est scientifiquement établi que n'importe quel envahisseur de l'espace devrait voyager plusieurs années-lumière pour atteindre notre planète. Mais un engin de la NASA a découvert d'éventuels signes de vie extraterrestre à proximité de notre planète. Quand une sonde détecte une mystérieuse source d'énergie sur une des lunes de Saturne, la quête de vie fait un surprenant bond en avant. Encelade est pour moi l'endroit où on a le plus de chances de trouver la vie. On croyait qu'Encelade était morte. On a été soufflés. Une énigme pareille, ça donne envie de la résoudre. C'est spectaculaire. On n'avait jamais rien vu de tel dans notre système solaire. La sonde Cassini transmet des données recueillies à 1 milliard de kilomètres de la Terre. Lorsque l'engin passe à plus de 1100 km au-dessus d'Encelade, un satellite de Saturne, la chercheuse Michelle Dougherty n'en croit pas ses yeux. Quand j'ai étudié les données, j'ai remarqué d'importantes variations et je me suis dit, c'est bizarre, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai respiré un grand coup, j'ai appelé les responsables du projet Cassini et je leur ai dit, je crois qu'il y a une atmosphère sur Encelade. Encelade est vivante. Consciente qu'elle met sa réputation en jeu, Michelle Dougherty convainc la NASA d'interrompre la mission et de faire demi-tour à la sonde pour observer Encelade d'encore plus près. Et si on ne voit rien, après ça, plus personne ne me croira. Survolant les anneaux de Saturne, Cassini s'approche progressivement d'Encelade. Les images qu'elle transmet sont stupéfiantes. Cette lune, censée être morte, produit de gigantesques jets de vapeur d'eau. Les jets étaient impressionnants. Ils faisaient la moitié de la taille d'Encelade. On a alors su qu'on avait eu raison d'approcher d'Encelade, car on venait de faire une découverte à laquelle personne ne s'attendait. C'était grisant. La nouvelle est tellement sensationnelle qu'elle fait la une des journaux. Mais les planétologues sont déroutés par ces geysers géants. Cette lune aurait dû être complètement gelée. Et pourtant, des jets d'eau à 0,5 degré, si ce n'est plus, jaillissaient dans l'espace. Quelque chose ou quelqu'un réchauffe une lune qui aurait dû mourir il y a plusieurs millions d'années. On s'attendait à trouver un peu de chaleur à la surface d'Encelade, à cause du rayonnement solaire. Mais là, on aurait pu alimenter une vingtaine de centrales à charbon avec une chaleur pareille. Ça nous a surpris. Qu'est-ce qui alimente Encelade? Certains pensent que cette mystérieuse énergie émane de la force gravitationnelle exercée par Saturne. Encelade n'est pas comme notre Lune. Elle a un noyau rocheux, mais elle possède également un océan situé sous un épais manteau de glace. Elle est en orbite autour de Saturne, dont la force de gravitation est tellement forte qu'elle crée une énorme quantité d'énergie dans cette minuscule boule de 500 km de diamètre. C'est pour ça que l'eau glacée jaillit des failles à grande vitesse. Quand la sonde Cassini traverse un des jets de vapeur provenant des geysers du satellite, les données qu'elle recueille font passer Encelade du statut de terre aride et glacée à celui de source de vie extraterrestre potentielle. Ce qui est fascinant, c'est que de ces geysers jaillissent également des hydrocarbures essentiels à la vie. Encelade est pour moi l'endroit où on a le plus de chances de trouver la vie. Si on trouve de l'eau liquide, on peut évoquer la possibilité d'une trace de vie extraterrestre sous la surface d'Encelade. Si quelqu'un avait osé suggérer ça avant le lancement de la mission, il aurait été mis au placard.
L'étape suivante, c'est de chercher ces formes de vie. On voudrait retourner dans ces jets avec des instruments plus sophistiqués et, dans l'idéal, rapporter un échantillon sur Terre. À suivre, des dégâts solaires à l'échelle cosmique. Il y a un trou, c'est le néant. Et quelque chose, là-haut, nous surveille peut-être. Pourquoi les extraterrestres n'auraient-ils pas des satellites espions? On est complètement à la merci du Soleil. On ne peut pas le contrôler, on le comprend à peine, et toute forme de vie en dépend. L'astre solaire serait-il passé du côté obscur? Un immense secteur du Soleil semble avoir disparu. Il y a un trou, c'est le néant. Juillet 2013, au centre spatial Goddard, le siège de l'Observatoire solaire et héliosphérique de la NASA. Sa mission? Observer le Soleil sous toutes ses coutures. Le projet SOHO est un système de détection précoce des phénomènes qui pourraient avoir un impact sur Terre. Les chercheurs qui étudient les données transmises par le satellite voient quelque chose d'extraordinaire. Une ombre gigantesque à la surface du Soleil. Un trou de 800 000 km de large. La NASA ne sait comment évaluer le danger. Quant aux images sensationnelles, elle laisse libre cours aux spéculations les plus diverses. C'était bizarre. On ne savait pas si ça avait été fait artificiellement. Comme si des extraterrestres en avaient prélevé un morceau. Quelle qu'en soit la cause, les conséquences risquent d'être catastrophiques pour nous. Une diminution du rayonnement solaire de seulement 7% plongerait la Terre dans une nouvelle ère glaciaire. Sur les photos satellites de la NASA, l'étrange ombre noire est facilement reconnaissable. Mais dans le ciel, le soleil estival semble briller aussi fort que d'habitude et le fameux trou est invisible à l'œil nu. En gros, on vit comme si de rien n'était alors qu'on est dans un scénario catastrophe concernant le Soleil. Pour tenter d'expliquer l'apparition de ce trou, les chercheurs utilisent un satellite qui photographie les gaz brûlants présents dans l'atmosphère du Soleil. Ces appareils photo high-tech détectent des choses que l'homme ne voit pas. Des choses qui ne sont visibles que sous éclairage ultraviolet. Et soudain, le trou semble bien différent. Ce qui semblait être un trou noir est en fait rempli de gaz beaucoup plus froids que tous ceux qu'on peut voir aux alentours. L'ombre géante est en fait une région plus froide de l'atmosphère du Soleil. Quand on dit froide, tout est relatif. C'est quand même 1 million de degrés. Les chercheurs appellent ces zones plus froides des trous coronaux. Un trou coronal est une zone où le plasma solaire s'échappe dans le milieu interplanétaire. Aux grandes dames des scientifiques, ce trou coronal semble parfaitement positionné pour bombarder la Terre de particules solaires. Ce gigantesque trou coronal rejette des particules chargées dans l'espace. Et si la Terre se trouve sur leur trajectoire, elle essuiera une tempête solaire. Une éruption solaire peut endommager les satellites. Les appareils électroniques ne fonctionneront plus correctement. C'est déjà arrivé par le passé. C'est bien réel, ce n'est pas une crainte imaginaire. Si la Terre était touchée, ce serait très grave. Voyageant à la vitesse de 2 400 000 km/h, ces rayons mortels mettront 58 heures à atteindre la Terre. Le premier signe de leur arrivée sera une aurore boréale spectaculaire, preuve que la magnétosphère de notre planète joue son rôle de bouclier en absorbant l'énergie des particules solaires. Le 20 juillet 2013, 2 jours et demi après la découverte du trou coronal, le ciel nordique se pare de couleurs éblouissantes. Serait-ce le premier acte d'une tragédie planétaire? Le phénomène dure 48 heures.
puis s'arrête. Au grand soulagement des scientifiques, la tempête n'a provoqué qu'un magnifique spectacle lumineux. La Terre a frôlé la catastrophe. La prochaine fois, nous n'aurons peut-être pas autant de chance. El Centro, en Californie. Bill Young fait partie d'un groupe d'astronomes amateurs chargés d'une tâche très importante. Bill Young est un astronome basé dans l'Arizona qui s'est fixé pour mission de surveiller les objets géocroiseurs potentiellement dangereux. En septembre 2002, il repère un objet brillant en orbite autour de la Terre et tire la sonnette d'alarme. Cet objet nous a tout de suite semblé inhabituel, surtout par sa façon de se déplacer. Il voyageait très vite. Sa vitesse était semblable à celle de la Terre. Le mystérieux objet fait plus de 18 mètres de diamètre et gravite tout près de notre planète. Bill Young fait part de son observation aux autorités. Au début, on a cru que c'était un astéroïde. La NASA prend la menace d'un impact d'astéroïde très au sérieux. Il ne faut pas sous-estimer les astéroïdes, parce que de temps en temps, ça leur arrive de percuter la Terre. Un astéroïde voyage en moyenne à 50 km/s. C'est une vitesse incroyable. Selon la masse de l'objet, ça peut représenter beaucoup d'énergie cinétique. C'est sans doute ce qui a tué les dinosaures. Mais l'astéroïde J002E3 ne se comporte pas du tout comme un astéroïde. En général, les astéroïdes tracent une orbite régulière autour du Soleil dans la ceinture située entre Mars et Jupiter. Ce n'est pas le cas de l'étrange objet. Il tournait autour de la Terre, s'éloignait soudain, tournait plusieurs fois autour du Soleil, puis revenait. Inquiet, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA décide de participer à l'enquête. Ces chercheurs dirigent leur télescope infrarouge vers l'objet pour l'observer de plus près. On n'avait jamais rien vu d'aussi bizarre. Quand on a analysé le spectre, c'était de la peinture. L'objet mystère semble être recouvert d'un matériau qui a la même structure chimique que la peinture industrielle. Ce n'était pas un astéroïde naturel. On ne savait pas du tout ce que c'était. De la peinture, ça ne pouvait pas être un astéroïde. Les chercheurs commencent à s'alarmer. Quand on y réfléchit, on utilise bien des satellites espions. Un objet inconnu gravite autour de la Terre. Pourquoi les extraterrestres n'auraient-ils pas des satellites espions? Cette théorie ne convainc pas Jim Oberg. Il demande à ce que l'on poursuive l'enquête sur la soi-disant peinture. Une analyse approfondie des données révèle que toute la surface de cet objet de 18 mètres de diamètre est recouverte de dioxyde de titane, un pigment utilisé pour colorer la peinture en blanc. Or, le blanc est la couleur des engins de la NASA. Mais si c'est une pièce de fusée, elle se trouve à un drôle d'endroit. Comment est-elle arrivée là? La NASA commence à comprendre et fournit une explication logique. En se basant sur l'orbite de l'objet et le fait qu'il était recouvert de peinture, on a pu procéder par élimination. Ainsi, on a pu déterminer que c'était le 3e étage de la fusée Saturn V qui avait transporté Conrad, Bean et Gordon jusqu'à la Lune pour la mission Apollo 12. Alan Bean se souvient encore de ce qu'il a éprouvé à bord de Saturn V. Je suis monté dans pas mal de véhicules sur Terre et dans les airs. Et pourtant, je n'ai jamais ressenti autant de vibrations et de secousses qu'à bord du lanceur Saturn V. Une poussée de 3500 tonnes s'exerçait sur l'appareil au décollage. C'était l'un des moteurs les plus puissants jamais construits par l'homme. La NASA conclut que le vieux lanceur
largué par l'équipage après avoir rempli son rôle, a réussi à rejoindre l'orbite terrestre. Le lanceur part à la dérive, mais on ne s'en soucie plus vraiment. La NASA clôt le dossier. Pourtant, pour certains, l'explication est un peu trop facile. On ne sait toujours pas ce que c'est. Le mystère reste complet. L'homme est diffusé en orbite depuis 50 ans. Il se peut donc que des débris spatiaux soient à l'origine d'observations de prétendus ovnis. Mais à l'époque des missions Apollo sur la Lune, les astronautes étaient en droit d'attendre une surface vierge. L'histoire a démontré le contraire. Peu après l'alunissage, un incident menace de faire dérailler la dernière mission habitée de la NASA vers la Lune. Qu'est-ce que c'était? Et pourquoi n'est-on jamais retourné sur la Lune après cette mission? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Le président Kennedy prononce ce fameux discours en 1962. 10 ans plus tard, les astronautes d'Apollo alunissent pour la 6e fois. Le capitaine Eugene Cernan et le géologue Harrison Jack Schmitt s'apprêtent à traverser une vallée jusque-là inconnue et à explorer la surface lunaire pour percer ses secrets géologiques. Les astronautes savent que leur vie dépend de leur petit rover lunaire. Mais presque immédiatement, le garde-boue d'une des roues arrière droite se détache. Jack Schmitt se trouvait à côté du rover quand soudain il a vu quelque chose s'envoler. Du coup, il a réagi. Ils étaient surpris tous les deux de voir un objet, plusieurs objets même, se déplacer autour d'eux. De toute évidence, ils ne s'attendaient pas à ça. Le centre de contrôle constate la panique des astronautes, mais est totalement impuissant. À 390 000 km de là, les deux hommes trouvent une explication au phénomène. L'analyse de l'incident par l'astronome Marc D'Antonio semble étayer l'hypothèse de Cernan et de Schmitt. L'antenne du rover lunaire était entourée de mousse. Ça servait d'isolant. Or, il faut savoir que la mousse, ça contient beaucoup d'air. Lorsque ce matériau se trouve dans l'espace, sur la surface lunaire, les poches d'air qu'il contient se dilatent à toute vitesse. Vous avez deviné la suite. Ça explose. Sur la Lune, comme il n'y a pas d'atmosphère, cette force explosive a dû propulser la mousse recouvrant l'antenne à plusieurs centaines de mètres. Ça doit faire peur de sentir quelque chose vous toucher dans le vide spatial. Une fois de plus, la NASA clôt le dossier. Mais l'explication officielle en laisse plus d'un perplexe. N'oublions pas que les astronautes sont entraînés à faire face à n'importe quelle situation. Ils savent ce qu'ils font. Pourquoi ceux de la mission Apollo 17 ont-ils été aussi surpris par ces objets qui volaient autour d'eux si c'était simplement de la mousse provenant d'une antenne? Ça m'échappe complètement. 2 jours après l'incident, l'équipage rentre sur Terre. Depuis, l'homme n'est jamais retourné sur la Lune. Ce n'est pas logique. Apollo 18 et 19 étaient déjà construits. Il n'y avait plus rien à payer et pourtant, les missions ont été annulées. Je ne sais pas pourquoi. À suivre, des aliens amateurs de rodéo sauvage ont-ils sillonné la planète rouge? Qui fait des roues arrière sur Mars? Une sonde inhabitée transmet les toutes premières images de Mars. Il fallait qu'on aille là-haut. Des traces inexpliquées suggèrent que d'autres sont peut-être arrivés avant nous. Ont-elles été faites par un animal, un véhicule, autre chose encore? Je ne serais pas surpris que ces traces proviennent d'autres visiteurs.
Novembre 1971. Après un voyage de 5 mois et demi vers Mars, la sonde Mariner 9 se dirige tout droit vers une tempête. Il n'y avait pas de visibilité, on ne voyait rien. La tempête de poussière dure près de 2 mois. Ensuite, Mariner 9 transmet enfin des images de la surface martienne. Lorsque la poussière est retombée, ça a été comme une révélation. La planète nous est apparue petit à petit avec des caractéristiques qu'on soupçonnait à peine. La sonde prend des photos d'une clarté surprenante. On voit de gigantesques volcans, d'énormes canyons et quelque chose d'inattendu. La plupart des images présentaient des séries de traces noires. Des traces parallèles qui formaient parfois des boucles ou des méandres. On s'est tous demandé ce que c'était. Ces traces sont étranges parce qu'à certains endroits, elles traversent les reliefs. Et elles sont relativement grandes. Ont-elles été faites par un animal, un véhicule? D'où viennent-elles? C'est bizarre, qui fait des roues arrière sur Mars? Viking 1 n'arrivera sur Mars que 5 ans plus tard. Ce qui a laissé ces traces mystérieuses ne venait donc pas de chez nous. Les traces martiennes, voilà encore un sujet qu'il faut creuser. Mais ce n'est pas évident. Pour savoir de quoi ils retournent, il faudrait pouvoir se rendre sur place et les examiner de près. En quête d'explication, les géologues étudient les autres caractéristiques de la surface martienne. Mais ce sont les fameuses traces qui les fascinent le plus. Nous avons trouvé un indice intéressant. Les traces apparaissent et disparaissent d'un seul coup. Certaines surgissent de nulle part, d'autres se terminent en cercle ou en courbe. Les traces qui se terminent en boucle suggèrent une interprétation. Les tourbillons de poussière sont une explication possible. Ces colonnes de poussière se forment lorsque de l'air chaud se déplace vers le haut. Sur Terre, le phénomène est courant dans le désert. La sonde orbitale photographie les zones où les traces sont présentes à la recherche de phénomènes similaires sur la surface martienne. Les images qu'elle transmet provoquent une onde de choc dans la communauté scientifique. Des tourbillons de poussière géants. Ils peuvent monter jusqu'à 5 km d'altitude. Ils sont énormes. Certains sont plus hauts que l'Everest. Ils sont très instables et se déplacent constamment. Les robots d'exploration de Mars ont même filmé ces fameux tourbillons. Au fil des images, on voit les colonnes se déplacer devant l'écran. Pour l'instant, les chercheurs reconnaissent que l'explication des tourbillons de poussière reste une simple théorie. Nous avons de solides hypothèses, des théories sur l'origine de ces traces. Mais tout ça vient de nos connaissances sur la Terre. Il n'y a aucune certitude. L'exploration ne fait que commencer, mais elle reste entourée de mystères. Dans l'espoir de percer les secrets de l'univers, les seuls outils auxquels nous pouvons nous fier sont les lois de la physique. Mais lorsqu'un chercheur décide d'observer les abysses de l'espace, prendre des risques, c'est obligé si on veut faire des découvertes. Il détecte plusieurs milliers d'objets se déplaçant à des vitesses vertigineuses. Quelque chose là-haut défie les lois fondamentales de l'univers. Décembre 1995. Bob Williams oriente Hubble, le télescope le plus cher du monde, vers un coin de ciel complètement vide, par simple curiosité. Il n'y avait pas d'étoiles brillantes, pas de radiosource connue, pas de source de rayons X. Je voulais simplement étudier une partie du ciel dont on ne savait absolument rien. Les premières images sont tout à fait ordinaires. Elles montrent des galaxies. Mais lorsqu'on les a toutes additionnées, on a vu qu'il y en avait 2500. Et la plupart étaient presque invisibles. Et ces galaxies se déplacent très vite.
On aurait dit qu'elle s'éloignait de nous plus vite que la lumière. Mais rien ne voyage plus vite que la lumière. Aucun objet physique, aucune information ne peut dépasser la vitesse de la lumière. C'est la vitesse la plus élevée. Dans la nature, tout est basé sur ce simple fait. Si cette vitesse constante est dépassée, alors les lois de la physique ne s'appliquent plus. D'une manière ou d'une autre, quelque chose enfreint donc l'une des lois les plus fondamentales de l'univers. Il faut accepter la possibilité que certaines choses nous échappent dans les lois de la physique. Einstein avait-il raison ou avait-il fait quelques erreurs? Peut-on contourner Einstein en déformant l'espace? Et si ce que Bob Williams a vu n'était pas des galaxies? S'il s'agissait d'objets voyageant à toute vitesse dans l'espace interstellaire? Un vaisseau qui serait équipé d'un moteur à distorsion pourrait traverser le cosmos en quelques heures plutôt qu'en quelques milliards d'années. L'espace rétrécirait devant le vaisseau spatial et se dilaterait derrière. Ce serait comme si le vaisseau surfait sur une vague jusqu'à sa destination plus vite que la lumière. La trace d'un tel moteur à distorsion ressemblerait beaucoup à la lumière émise par une galaxie paraissant se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la vitesse de la lumière. Mais l'homme est encore loin de maîtriser ce genre de technologie. Beaucoup de civilisations ont sûrement déjà compris comment faire. Une espèce de commerce interstellaire s'est peut-être développé entre les civilisations qui maîtrisent cette technologie. Pour Bob Williams, l'idée d'un moteur à distorsion semble improbable. Vous pouvez dire de ces objets presque invisibles que ce sont des sorcières qui volent sur un balai. Je ne peux pas vous contredire. Vous choisissez de croire que ce ne sont pas des galaxies? Parfait. Mais alors, prouvez-le. Si ce sont bien des galaxies, ce qui explique leur vitesse est peut-être encore plus étrange que l'histoire du moteur à distorsion. L'espace est flexible. Einstein a démontré que l'espace pouvait être comparé à un tissu élastique qu'on peut étirer, courber, déformer, comprimer. Selon la théorie de la relativité générale, tout ce qu'on observe depuis un objet en mouvement semble bouger plus vite qu'en réalité. Par exemple, lorsque le train dans lequel vous êtes monté quitte la gare, vous avez l'impression que c'est le quai qui se déplace. Ajoutons à cela que l'espace-temps se dilate. Lorsque deux trains se croisent, puis s'éloignent l'un de l'autre, les rails sur lesquels ils circulent se courbent. Les points s'éloignent sans vraiment avoir à se déplacer. On dirait que la distance augmente à très grande vitesse. Il n'y a absolument aucune limite à la vitesse avec laquelle on peut courber l'espace-temps. Si c'est vrai, alors ces galaxies ne défient pas vraiment les lois de la physique. C'est l'espace qui se trouve entre elles qui se dilate. Mais cela n'explique que partiellement la vitesse fulgurante de certaines d'entre elles. On étudie constamment des choses qui ne riment à rien, qui n'obéissent à aucune règle. C'est comme ça qu'on élabore de nouvelles théories. À suivre, une navette spatiale traquée. Normalement, un objet ne change de direction que s'il est sous contrôle intelligent. Et une nouvelle théorie radicale qui n'est littéralement pas de ce monde. L'univers pourrait regorger des graines de la vie. En orbite terrestre, les caméras de la navette spatiale Discovery filment quelque chose d'inhabituel. On n'avait jamais rien vu de tel. Des débris qui se comportent d'une façon aussi étrange, ça n'a aucun sens. Puisque ce n'est pas naturel, ça doit être artificiel.
2 ans et demi après la destruction de la navette Columbia lors de sa rentrée dans l'atmosphère, la NASA envoie Discovery en orbite. Nom de la mission, STS-114. La navette doit s'amarrer à la Station spatiale internationale pour réapprovisionner les 2 astronautes à bord. Mais la priorité de cette mission, c'est la sécurité. Une des choses qu'on surveillait en priorité, c'était les images des caméras. Au bout de quelques minutes, la NASA découvre que le bouclier thermique de la navette est endommagé. Pour les 7 membres d'équipage de Discovery, c'est un scénario catastrophe. Les experts s'aperçoivent qu'une petite partie du bouclier s'est déformée au lancement. Si rien n'est fait, cela risque de compromettre la rentrée dans l'atmosphère. Go for the depressurization of the airlock. Pour la toute première fois, les astronautes tentent de réparer la face ventrale de la navette. Les pieds solidement fixés aux bras robotiques de l'ISS, le spécialiste de mission Steve Robinson risque sa vie pour que tout l'équipage rentre sur Terre sain et sauf. L'astronaute Leroy Chiao sait exactement ce qu'il a pu ressentir. Disons que c'est un peu comme si vous passiez en mode combat. Tous les sens sont en éveil. Si par malheur vous veniez à vous déconnecter de la station, vous flotteriez dans l'espace et ce serait la fin. L'enjeu est énorme, mais Steve Robinson garde son sang-froid. Discovery Houston, everyone is extremely happy. On your go to wrap it up and we'll press the next step. Okay, we'll do that. La réparation effectuée par l'astronaute semble être une réussite. Mais au moment où la navette s'apprête à rentrer dans l'atmosphère, une des caméras embarquées filme le déplacement d'un objet non identifié. Au centre de contrôle, tout le monde se demande si l'équipage est en sécurité. L'objet qu'ils ont aperçu a été appelé le boomerang. Il allait dans une certaine direction et soudain il a changé de cap et s'est éloigné. Le changement de cap du boomerang semble délibéré. Certains pensent que la navette est suivie. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, un objet ne change de direction que s'il est sous contrôle intelligent. La NASA n'a pas fourni d'explication officielle, mais une enquête scientifique indépendante a conclu que le boomerang était constitué de débris spatiaux et que sa trajectoire avait été influencée par la force de traînée de l'atmosphère terrestre. Mais cette théorie divise. Des débris qui se comportent d'une façon aussi étrange, ça n'a aucun sens. Mais quand on y réfléchit bien, si c'est un véhicule sous contrôle intelligent, alors c'est une sacrée découverte. La vidéo du boomerang fait le tour des réseaux sociaux. Plus de 100 000 personnes regardent sa mystérieuse trajectoire dans l'espace. Si le boomerang revient un jour, il sera très attendu. Dans la culture populaire, les extraterrestres pilotent des vaisseaux spatiaux. Mais certains chercheurs pensent que la vie extraterrestre pourrait se trouver plus près qu'on ne le croit. Peut-être ne sommes-nous pas des formes de vie terrestre. Peut-être sommes-nous en fait des envahisseurs venus d'un autre monde. Et si les extraterrestres, c'était nous? Voici la Terre, il y a 3,8 milliards d'années. Un gigantesque brasier couvert de lave en fusion, constamment bombardé de météorites. Une planète inhospitalière. Mais se pourrait-il que cette pluie de roches et de feu ait fait apparaître la vie sur Terre? Se pourrait-il qu'un corps rocheux venu d'ailleurs ait apporté des organismes extraterrestres, à savoir la race humaine? C'est la théorie dite de la panspermie. La panspermie postule que la vie terrestre s'est développée ailleurs. Une planète dotée d'un écosystème actif aurait subi un choc.
Et ce choc aurait propulsé dans l'espace des corps rocheux renfermant des organismes vivants. Certaines formes de vie sont suffisamment robustes pour survivre à l'impact et s'implanter sur une autre planète. Peut-être sommes-nous venus d'ailleurs. Ça paraît fou. On dirait de la science-fiction. Pourtant, certaines météorites qui se sont écrasées sur Terre contenaient des acides aminés indispensables à la vie. Si la vie a jailli d'une roche extraterrestre, d'où venait cette roche? Les chercheurs n'ont pas besoin de chercher très loin pour trouver une planète susceptible d'avoir engendré la vie quand la Terre était encore jeune. En 2003, le télescope Hubble regarde de près le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. Cérès, une planète naine parmi les corps rocheux et les débris. Cérès est le plus gros de tous les astéroïdes. Ça fait plusieurs années que Hubble l'observe pour essayer de comprendre sa composition et la nature du système solaire primitif. Cérès est pourtant bien plus qu'un simple astéroïde. Ce qui est intéressant, c'est que Cérès est de forme sphérique et qu'elle semble couverte de glace. Les données révèlent également que la planète est plus chaude que prévu. La température de surface est relativement chaude. Elle est d'environ moins 30 degrés. Ça permet d'obtenir un milieu propice au développement de certaines formes de vie. Tandis que la Terre était encore en fusion il y a 3,8 milliards d'années, Cérès accueillait peut-être déjà des formes de vie. Mais reste à comprendre comment la vie aurait pu arriver sur la Terre. Une immense tache blanche à la surface de Cérès offre un début de piste. Elle couvre une superficie de plus de 90 000 km². Les astronomes pensent que cela correspond à une partie de la planète qui se serait détachée suite à un impact qui se serait produit il y a 4 milliards d'années. Il se pourrait alors qu'un fragment de l'astéroïde ait été arraché et projeté sur la Terre en y apportant des formes de vie extraterrestres. Et il se pourrait qu'il se soit profondément enfoncé dans la roche-mère et ait colonisé notre planète encore vierge. La NASA prend très au sérieux l'idée que la vie puisse survivre dans l'espace. En 1984, elle a lancé 12 500 000 graines en orbite. Ces graines ont passé 6 ans dans l'espace à bord du satellite LDEF avant d'être rapportées sur Terre. Ils les ont récupérées, puis les ont distribuées un peu partout aux États-Unis pour les planter et voir si elles pouvaient germer. Et ça a marché. Si une graine terrestre peut survivre à un voyage dans l'espace, il en a peut-être été de même pour les graines de la vie il y a plusieurs milliards d'années. On ne sait pas vraiment où ni comment la vie est apparue. L'univers pourrait regorger des graines de la vie. La Terre a peut-être été fécondée de l'extérieur. Dans sa quête de vie extraterrestre, la NASA nous emmène dans des mondes lointains et mystérieux. Elle met au jour des phénomènes mystérieux qui défient les lois de la physique et peuvent mettre en danger la vie des astronautes. Les dossiers de la NASA laissent entrevoir de nouveaux horizons, d'étonnantes rencontres et des forces stupéfiantes. Aujourd'hui encore, la plupart de ces anomalies restent inexpliquées.